Jusqu'à la fin des années 60, seule l'image d'une France combattante et résistante est valorisée par les autorités du pays, ne laissant que très peu de place aux autres souvenirs, tels que la mémoire juive ou celle des soldats de 1940, et condamnant pratiquement à l'oubli le régime de Vichy et la collaboration. Cependant, au cours des années 70, l'évolution de la société, le réveil de la mémoire juive, tout comme le travail des historiens, rend le mythe d'une France unie et combattante de plus en plus difficile à tenir. Au cours des années 70, arrive à l'âge adulte la génération de l'après-guerre, c'est-à-dire celle du baby-boom. Imprégné de la contre-culture des années 60 et de l'esprit de mai 68, il s'agit d'une génération contestataire, libertaire et militante, prêt à en découdre avec la génération précédente, notamment sur la question de Vichy et de la collaboration. C'est également au cours de cette décennie que communistes et gaullistes, qui depuis la libération ont soutenu et entretenu la mémoire d'une France combattante et résistante, amorcent leur déclin. Premier parti politique à la libération, le Parti communiste voit à partir des années 60 le nombre de ses élus décliner. Son alignement pro-soviétique, son incapacité à adapter son discours à une société de plus en plus prospère, la désindustrialisation leur font perdre leur influence dans la société française. Les années 70 sont également un tournant pour le gaullisme. De Gaulle quitte le pouvoir en 1969 et disparaît un an plus tard. Si Georges Pompidou, un gaulliste historique, lui succède, celui-ci disparaît en 1974, permettant alors l'arrivée d'une nouvelle génération de gaullistes nés dans l'après-guerre, donc moins liés à la résistance. Les années 70 voient également s'affirmer une mémoire juive militante, représentée en France, entre autres par l'Association des filles et filles de déportés juifs, dirigée par Serge et Beate Klarsfeld, un couple ayant consacré leur vie à la poursuite des responsables allemands et français de la déportation des juifs. L'émergence de la mémoire juive est le résultat d'un double processus. En amont, le procès d'Adolf Eichmann, organisateur et planificateur de la solution finale à Tel Aviv en 1961. Au cours de ce procès, les rescapés des camps de la mort témoignent pour la première fois de ce que fut le génocide, mettant ainsi un terme au grand silence. Ces témoignages deviennent des ressources inestimables pour les historiens souhaitant travailler sur le processus de la destruction des Juifs d'Europe. En aval, il s'agit de réagir au développement de thèses révisionnistes et négationnistes remettant en cause l'existence du génocide et des chambres à gaz. Si les autorités de l'État persistent à entretenir l'image d'une France résistante, en souhaitant, comme le président Georges Pompidou, de jeter le voile sur le passé, cinéastes et historiens égratignent et remettent en cause le mythe résistentialiste. En 1971, Marcel Ophuls retrace dans son film « Le chagrin et la pitié » ce que fut la ville de Clermont-Ferrand durant l'occupation. Résistants, mais également collaborateurs, Français attentistes et témoignent à visage découvert et brisent l'image d'une France unanimement résistante. Mais c'est en 1973 que le choc le plus rude est porté. Robert Paxton, un historien américain, travaillant à partir des archives allemandes, démontre que la collaboration était une politique non pas imposée par l'occupant allemand, mais souhaitée par le régime de Vichy. Ainsi, à la fin des années 70, si l'État persiste dans le résistentialisme, la société française doute de plus en plus. Ainsi, jusqu'en 1981, le film de Marcel Ophuls ne passera jamais à la télévision. Pour information, jusqu'en 1981, la télévision française reste un monopole d'État. Cherchez l'erreur.